Le passage dans le détroit d'Ormuz pourrait devenir payant, c'est en tout cas ce que réclamerait l'Iran dans le cadre de ses négociations avec les États-Unis. Une telle mesure pourrait énormément enrichir le pays, mais Donald Trump serait-il prêt à faire de telles concessions et un tel péage pourrait-il vraiment être mis en place? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio. Alors avant tout, il faut d'abord clarifier rapidement la situation sur le terrain. Le détroit d'Ormuz, on en a énormément parlé, c'est devenu un enjeu majeur dans la guerre en Iran que les États-Unis et Israël ont lancé le 28 février dernier. C'est par ce détroit que transitait, avant la guerre à grande échelle, entre 20 et 25% de la production mondiale de pétrole et de gaz, mais en représailles des bombardements, l'Iran a donc immédiatement bloqué ce passage maritime en attaquant ou en menaçant d'attaquer la grande majorité des navires le traversant, et ce blocage a provoqué d'importantes perturbations dans l'économie mondiale, et c'est donc dans ce contexte que Donald Trump a cherché à obtenir la réouverture du détroit. Il avait d'ailleurs conditionné le cessez-le-feu, qui est actuellement en vigueur, à sa réouverture par l'Iran, une chose que l'Iran a accepté, même si dans les faits, la situation sur place est bien plus complexe. Même si quelques navires ont recommencé à traverser le détroit, on parle de seulement une dizaine de navires, et la plupart d'entre eux préfèrent ne pas s'y aventurer. Pour vous donner une idée, BBC Verify a constaté ce jeudi qu'au moins 9 navires ont franchi le détroit depuis l'annonce du cessez-le-feu. Avant la guerre, environ 128 navires empruntaient ce point de passage stratégique chaque jour, mais alors pourquoi si peu de navires ont-ils repris le chemin du détroit d'Ormuz? Eh bien la première raison, c'est simplement que les armateurs qui gèrent les navires estiment que le cessez-le-feu est trop fragile. L'Iran a par exemple déjà menacé Israël de représailles alors que l'armée israélienne continue de bombarder massivement le Liban. Israël affirme viser le Hezbollah, un groupe islamiste libanais allié de l'Iran, mais on va revenir sur la situation au Liban dans quelques instants. Mais en tout cas, pour l'Iran, s'en prendre au Hezbollah revient donc à attaquer indirectement l'Iran. La situation est donc jugée trop risquée ou incertaine pour la plupart des navires, d'autant plus que l'Iran aurait potentiellement placé des mines explosives dans le détroit. Par ailleurs, selon le Financial Times, ce mercredi, des pétroliers naviguant dans la région ont reçu un message radio les avertissant qu'ils seraient la cible de frappes militaires s'ils n'obtenaient pas au préalable l'approbation des autorités iraniennes. Il y a donc des enjeux de sécurité, mais l'autre raison pour laquelle la majorité des navires ne circulent toujours pas dans le détroit, elle est davantage économique et politique. Selon plusieurs enquêtes, depuis ces dernières semaines, l'Iran aurait en fait instauré une sorte de péage dans le détroit. Très concrètement, que ce soit avant ou depuis le cessez-le-feu, la majorité des navires qui naviguent par Ormuz sont directement en lien avec l'Iran et ses alliés, et pour les autres navires, selon une enquête du site Lloyd's List, ceux qui souhaitent passer doivent renseigner la nature de leur cargaison, les noms de leurs propriétaires et de leurs affréteurs, et la liste des membres d'équipage pour obtenir un code d'accès et donc pouvoir passer. Autrement dit, l'Iran avait et garde donc toujours une mainmise sur ceux qui entrent et sortent du détroit, mais surtout, chaque passage coûterait 2 millions de dollars payables en crypto-monnaie ou en yuan, la monnaie chinoise. Les avantages pour l'Iran sont multiples, ce mode de paiement permet de contourner le système bancaire dominé par le dollar et donc d'échapper en partie aux sanctions américaines et européennes, et utiliser une autre monnaie que le dollar envoie aussi un message politique fort. Ça revient à contester l'hégémonie des États-Unis, dont la devise reste aujourd'hui la principale monnaie internationale. Et désormais, l'Iran souhaiterait donc instaurer officiellement ce système de péage, et ce point-là ferait d'ailleurs partie intégrante des discussions en cours entre l'Iran et les États-Unis. L'objectif pour l'Iran serait donc à la fois de garder le contrôle du détroit, mais aussi de générer des revenus importants pour son économie. On parle ici de plusieurs millions de dollars chaque jour. Selon plusieurs médias, des responsables iraniens seraient également prêts à partager le contrôle avec Oman, l'autre pays qui borde le détroit d'Ormuz, et le ministre des Transports omanais a rejeté cette proposition. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le plan juridique, la liberté de navigation en mer est un principe fondamental du droit international. Contrairement à un canal artificiel qui a ses propres règles, comme le canal de Panama par exemple, le détroit d'Ormuz est un passage naturel, et y instaurer officiellement un péage représenterait donc une rupture majeure qui pourrait créer un précédent inédit selon les spécialistes. Mais alors comment réagissent les États-Unis à cette idée? Eh bien, interrogé sur le sujet par un journaliste d'ABC News, Donald Trump a dans un premier temps, assez étonnamment, affirmé, je cite, qu'un système de péage au niveau du détroit d'Ormuz serait une excellente chose. Il a notamment déclaré que les États-Unis pourraient envisager une entreprise commune avec l'Iran sans donner plus de détails. Et finalement, ce jeudi, le président des États-Unis a globalement changé de discours et a accusé l'Iran de faire du mauvais boulot dans le détroit, déclarant, je cite, que ce n'est pas l'accord que les deux pays ont accepté. En fait, sur ce point, de nombreux analystes estiment que Donald Trump aurait entre guillemets tout à gagner s'il réussissait à tirer profit d'un tel péage. Maintenant, il faut le dire, beaucoup soulignent aussi qu'il s'agirait là d'un véritable aveu de faiblesse de Donald Trump. En acceptant potentiellement la mise en place d'un tel péage, Trump avouerait aussi d'une certaine manière que les États-Unis sont incapables de sécuriser militairement le détroit dans un contexte où l'économie mondiale en dépend. Maintenant attention, rien n'a encore été négocié et rien ne dit non plus que l'Iran accepterait de travailler avec les États-Unis sur ce dossier, d'autant que même en cas d'accord, de nombreux pays de la région voient déjà d'un très mauvais œil l'idée d'un tel système de péage. Les pays du Golfe, producteurs de pétrole, qui doivent passer par le détroit, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les
les Émirats arabes unis chercheront sans doute à éviter une telle situation qui les priverait d'un accès jusqu'ici gratuit à cette route stratégique. En tout cas, l'Union européenne et la France ont également exprimé leur désaccord face à l'idée d'un tel péage. On aura certainement l'occasion de reparler de ce sujet à mesure que les négociations avancent. Parallèlement, les bombardements israéliens contre le Liban se poursuivent. Le ministère libanais de la Santé a indiqué ce jeudi que les vagues de frappes israéliennes menées mercredi à travers le pays avaient tué plus de 300 personnes et blessé au moins 1150 autres, portant à plus de 1800 personnes, dont 163 enfants, le bilan des personnes tuées au Liban depuis le 2 mars. De son côté, Israël dit avoir éliminé plus de 1400 combattants du Hezbollah, ce groupe armé soutien de l'Iran. L'ONU dénonce, elle, des frappes qui ont fait des centaines de morts et de blessés parmi les civils, y compris des enfants. De son côté, le Hezbollah a revendiqué de nombreuses attaques sur le nord d'Israël en lançant des roquettes depuis le Liban. Ce vendredi, le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, a confirmé sur France Info que des négociations allaient être menées la semaine prochaine à Washington, aux États-Unis, entre le Liban et Israël, les premières depuis des décennies. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il n'y aura aucun cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et que les négociations concernent, je cite, le désarmement du Hezbollah et l'instauration de relations pacifiques entre Israël et le Liban. Et concernant les négociations globales entre l'Iran et les États-Unis qui devraient commencer ce vendredi au Pakistan, l'Iran a posé une condition pour accepter d'y participer, qu'un cessez-le-feu ait lieu sur tous les fronts, y compris au Liban. Vous l'aurez compris, la situation reste encore très fragile. Je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Samy et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie a été annoncé ce jeudi par le président russe Vladimir Poutine à l'occasion de la Pâque orthodoxe, l'événement le plus important pour les chrétiens orthodoxes. Les combats devraient donc s'arrêter dès ce samedi 11 avril à 16h heure locale jusqu'à la fin de la journée du dimanche, selon un communiqué du gouvernement russe. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que l'Ukraine respecterait la trêve à condition que la Russie fasse de même. Plus tôt cette semaine, ce dernier avait transmis via les États-Unis une proposition de trêve pour les fêtes de Pâques. À noter que cette annonce intervient alors que l'Ukraine et la Russie n'arrivent pas à trouver de solution diplomatique pour mettre fin à cette guerre déclenchée en février 2022 suite à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. La raison, c'est que la Russie demande à l'Ukraine des concessions territoriales, notamment de 4 régions ukrainiennes, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson, ce que l'Ukraine rejette, les jugeant équivalentes à une capitulation. Deuxième actu qui concerne la Chine et Taïwan, le président chinois Xi Jinping a reçu ce vendredi la chef du principal parti d'opposition de Taïwan, Cheng Li-wen, et a déclaré être, je cite, pleinement convaincu que leurs deux peuples seront unis à l'avenir malgré leurs tensions. Alors pour le contexte, Taïwan, c'est une île au large de la Chine qui a un statut un peu particulier. C'est une démocratie qui possède son propre gouvernement, ses propres lois ou encore sa propre économie, mais qui pour autant n'est pas reconnue comme un État par l'Organisation des Nations Unies. La Chine, elle, menace régulièrement Taïwan d'invasion et revendique cette île comme son territoire. Bref, c'est donc la première présidente du Kuomintang, le principal parti d'opposition taïwanais, à se rendre en Chine continentale depuis 10 ans. Elle a notamment appelé à des relations apaisées afin d'éviter une guerre. Mais le truc, c'est qu'elle ne dirige pas Taïwan. Depuis 2016, Taïwan est gouvernée par le Parti démocrate progressiste, un parti opposé au Kuomintang, plus favorable à l'indépendance et méfiant envers la Chine, ce qui a donc créé des tensions entre la Chine et Taïwan. Le président chinois considère d'ailleurs l'actuel président taïwanais, Lai Ching-te, je cite, comme un séparatiste. La Chine a notamment intensifié ses pressions diplomatiques sur Taïwan et elle déploie quasi quotidiennement des avions de chasse et des navires de guerre autour de l'île et y mène régulièrement des exercices militaires. Troisième actu qui concerne l'affaire Epstein, la première dame des États-Unis Melania Trump a assuré ce jeudi à la Maison-Blanche n'avoir jamais eu connaissance des crimes du financier américain Jeffrey Epstein. Accusé d'avoir dirigé un vaste réseau de trafic sexuel de mineurs, Epstein est mort en prison en 2019 avant son procès. Des photos publiées en janvier 2026 le montrent avec Donald Trump lors de soirées à New York, alors que les deux hommes évoluaient au sein de la jet set à New York et en Floride dans les années 1990. Donald Trump affirme cependant avoir coupé les liens avant son arrestation et n'avoir rien su de ses crimes. De son côté, Melania Trump dit ne jamais avoir été amie avec Epstein, tout en reconnaissant l'avoir croisé de temps à autre. Elle est aussi revenue sur un échange de mails datant de 2002 avec Ghislaine Maxwell, l'ex-compagne et complice de Jeffrey Epstein, condamnée et incarcérée pour complicité de trafic sexuel. Dans cet échange, elle l'appelle Cher G, lui propose de se voir à New York et signe
love. Melania Trump s'est justifiée, parlant d'une réponse polie et d'un échange informel sans importance particulière. En tout cas, elle a appelé le Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France, à organiser une audience publique pour que les victimes puissent témoigner sous serment. Quatrième actu qui concerne Emmanuel Macron, le président français a rencontré pour la première fois le pape Léon XIV ce vendredi matin au Vatican, près d'un an après son élection. Cet échange, qui a duré 45 minutes, s'inscrit dans le cadre, je cite, d'une visite républicaine et laïque. Plusieurs sujets ont été abordés, les enjeux internationaux, la régulation de l'intelligence artificielle, un thème cher au pape, ainsi que le climat et l'humanitaire, selon l'Élysée. Emmanuel Macron souhaitait surtout évoquer la résolution de la crise au Moyen-Orient, notamment la situation au Liban, qui suscite, je cite, une attention et sensibilité particulière du pape et du président. Ces derniers jours, Emmanuel Macron et le pape Léon XIV ont aussi haussé le ton à l'égard de Donald Trump. Ils ont respectivement déploré le fait qu'il parle trop et se contredit sans cesse et jugé, je cite, inacceptable sa menace d'anéantir la civilisation iranienne. Cinquième actu, 704 mineurs victimes de la prostitution ont été recensés en 2025 par les forces de l'ordre en France, soit une hausse de 43% en 4 ans, selon un rapport de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, publié ce vendredi. 416 d'entre elles ont été victimes de proxénétisme, c'est-à-dire qu'une personne les a contraintes ou poussées à se prostituer en tirant profit de cette situation, et 288 autres sont des victimes de recours à la prostitution, autrement dit, des personnes ont payé pour avoir des relations sexuelles avec elles. À titre de comparaison, l'Observatoire avait recensé 659 mineurs victimes en 2024. Le rapport souligne aussi que 94% des victimes sont des filles. La ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger, a déploré, je cite, que l'exploitation sexuelle, loin de reculer, se reconfigure, la prostitution des mineurs étant l'une des formes les plus alarmantes. À noter que les réseaux sociaux jouent aussi un rôle clé. En 2025, pour 86% des jeunes accompagnés par l'Amicale du Nid, qui accompagne les personnes en situation de prostitution, la mise en contact avec des clients s'est faite via des outils numériques comme Snapchat ou des annonces postées sur des sites internet. Et on termine avec cette actu culturelle. On connaît désormais les 21 films en compétition pour la Palme d'Or au Festival de Cannes 2026. Parmi eux, Amaria Navidad, du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, L'Inconnu, du français Arthur Harari, ou encore El Cerquerido, de Rodrigo Sorogoyen, avec Javier Bardem. Alors on ne va pas pouvoir tous les citer, mais on vous met un lien en description pour découvrir les 21 films sélectionnés. Cette année, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, ainsi que l'actrice et chanteuse Barbra Streisand, recevront tous les deux une palme d'honneur. La comédienne française Eye Haïdara, révélée au cinéma dans Le Sens de la Fête, sera la maîtresse des cérémonies d'ouverture et de fermeture du festival, tandis que le cinéaste sud-coréen Park Chan-wook présidera le jury. Cette 79e édition du Festival de Cannes se tiendra du 12 au 23 mai prochain. Merci beaucoup Léa pour ces actus, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de nous suivre chaque jour sur YouTube et en podcast, mais aussi sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram ou encore sur notre format newsletter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain.